téléspectateurs et bienvenue dans la seule émission qui revient sur plus de 50 ans de culture geek et de pop culture. Un programme encore chargé aujourd'hui avec de la découverte, de la redécouverte, de la redécouverte. Mais avant, laissez-moi vous présenter ceux qui sont autour de la table. Mes chroniqueurs adorés, mes chroniqueurs chéris. Quand il ne parle pas de jeux vidéo, on dirait qu'il est malade. C'est notre chroniqueur jeux vidéo, Nicolas Augusto. Ouais. Ce lancement est le plus pathétique du monde. Quand il ne parle pas de cinéma, il bosse à Tricot Magazine, Rurik Salé. Et quand il nous parle pas de BD, de romans, ça nous fait des vacances, Laurent Kessy. Je l'assume complètement, le dernier chroniqueur en prend toujours plein la tronche et il ne peut rien me faire puisque j'ai une grillage entre lui et moi. Voilà, je vais arrêter l'accent allemand. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut jamais lancer cette équipe. Allez, Nicolas Beaujouan qui va nous accompagner pendant 1 heure. Un graphiste devenu respectable maintenant puisque tu as sorti un très bon bouquin, on peut le dire. Oui, ah oui, maintenant, quand on publie chez Robert Laffont, Nicolas, j'ai envie de te dire bravo. Merci. En plus, un bouquin dédié à la geek culture. Ouais. Alors tu vas pouvoir justement discuter avec nous en plateau des différences entre la geek culture et la pop culture puisque même nous, au sein de l'émission, se casse la gueule là-dessus. Mais en attendant tout de suite, sommaire, et on se retrouve en plateau. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le western. On l'appelle Trinital. Yumi accueillera un nouveau cosplayer dans sa boutique. Et d'ailleurs, le dictionnaire de Sébastien sera consacré à ce terme. RL s'intéressera aux animaux de compagnie des Japonais. L'ancienne pin-up ultra glamour, la Carole Quinten de l'époque, Martine Benswick. Retour également sur Super Mario, sur Nintendo 64, le dessin animé Fly vu et revu par Fred et Seb, la team du joueur du grenier. Côté BD, focus sur le repère de la murène de Franquin. Et pour finir, The Shopping List. Nicolas qui est venu nous parler d'un très très bon bouquin. 1, parce que tu l'as écrit. 2, parce que tu as l'air très très balèze quand même, donc j'ai pas envie de m'en prendre une. Ce livre est très bon, il s'appelle Geek la Revanche. Et comme je le disais il y a un instant, déjà publié chez Robert Laffont, qui est quand même un éditeur plus que respectable, donc c'est pas mal. T'es graphiste. Ouais. Et c'est toi qui as notamment 1, écrit, et 2, fait toutes les illustres. Ouais. Et la maquette. Et la maquette. Nicolas, je t'explique un petit peu. Chaque chroniqueur aura 6 minutes pour te convaincre sur l'œuvre qu'il va te présenter. Ce sera une découverte ou une redécouverte. À la fin de l'émission, je te demanderai de te mouiller. Tu devras me désigner celui qui t'a vraiment le plus convaincu. Et je ne veux pas de langue de bois. Je ne veux pas de politiquement correct. Je ne veux pas de Jean-François Copé ici, monsieur. Oh, très très bien. Très bien. Merci. Car je dénonce. Et en tout cas, vous aussi, vous pouvez dénoncer cette émission grâce au hashtag plus ou moins geek, le hashtag le plus long du monde, pour pouvoir réagir sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi aller sur Facebook pour réagir à cette émission. Tout de suite, on enchaîne avec celui dont la force virile me perturbe. Réponse? Non, tout de suite. Oui, donc j'ai décidé de parler de film, d'un film très vieux, hein, très vieux, mais joué par 2 icônes que j'aimerais remettre à la place qui leur revient, c'est-à-dire vraiment au panthéon de la culture populaire, pop culture, pour ne pas dire la culture geek. Hein, merci. Voilà, une petite vidéo. Tels vous les aimez, tels vous ne les avez jamais vus, les champions de la détente reviennent vous offrir un de leurs plus grands succès. Je te le laisse si tu veux. Oh, comme ça, au saut du lit, ce serait pas raisonnable. Donc voilà. Vous aurez reconnu ou pas, on l'appelle Trinita. Alors j'ai choisi ce film-là, j'aurais pu choisir un autre film. Le but n'était pas de choisir particulièrement ce film-là, même s'il est très important. C'est parce que Terence Hill et Bud Spencer, qui sont des Italiens comme leur nom ne l'indique pas, puisque Terence Hill c'est Mario Girotti et l'autre c'est Carlo Pedersoli, sont des pures icônes du cinéma populaire qui vraiment étaient connus quand j'étais petit, étaient connus avant que je sois né et ont même été connus pendant longtemps pour les générations d'après. Peut-être un peu moins maintenant parce qu'ils sont quand même âgés, mais c'est des putains. Et quand tu ouvres un dictionnaire du cinéma général, voire même du cinéma italien, je dirais que 3 fois sur 4, ils n'y sont pas. Et moi, je trouve ça dingue de mépriser à ce point-là des gens qui vraiment ont apporté quelque chose de nouveau au cinéma populaire et au western en général, le western spaghetti. Et du coup, les mecs arrivent et d'abord, ils sont... Mario Girotti, Terence Hill avait une carrière un peu sérieuse. Il était dans le Guépard de Visconti, qui est quand même autre chose, avec Alain Delon, je tiens à préciser. Il s'appelait encore Mario Girotti. Tout d'un coup, il s'appelle Terence Hill. On l'embauche pour faire des westerns spaghetti, mais assez sérieux. Et les producteurs se rendent compte qu'en fait, le public rit. Quand ils voient Bud Spencer et Terence Hill côte à côte, il y a un truc qui se passe qui est assez drôle. Mais c'était pas forcément fait pour ça, quoi. Mais il y avait une sorte d'alchimie. Et là, ce réal qui s'appelle Enzo Barbotti, je veux pas dire de conneries, enfin bref, E.B. Klucher, parce qu'ils avaient tous des pseudos à l'époque, les unit pour faire, on l'appelle Trinita, une vraie comédie western.
Et on n'avait jamais vu ça. Les mecs tirent, mais ils mettent surtout des baffes. Et au lieu de faire des grands duels, c'est... Et le public se fend la gueule. L'Italie, ils aiment bien l'extra, tu vois, tout ce qui est un petit peu trop. Bref, c'est vraiment devenu des icônes de la pop culture, de la culture geek, on peut le dire si tu veux. Ils ont renouvelé le côté Clint Eastwood. Est-ce que quoi. Sur le pitch, on est sur un western classique ou il y a vraiment une sur petite le variante pitch, c'est Terence Hill qui est un mec un petit peu qu'on a rien à foutre, qui vit à la cool et qui se balade comme ça, qui arrive dans une petite bourgade de l'Ouest. C'est genre la main droite la plus rapide de l'Ouest. Et il arrive et il rencontre un shérif qui est la main gauche la plus rapide de l'Ouest, qui se trouve être son frère, Bud Spencer. Et ils vont défendre des Mormons qui n'ont pas droit à la violence et qui sont à deux doigts de se faire exproprier par un gros propriétaire, connard, baron, machin. Donc voilà, c'est très simple, mais du coup, il y a des duels, ça reste encore un petit peu violent, il y a quelques coups de feu tirés dans celui-là, quelques baffes, et tout de suite, ils vont comprendre dans la suite et dans les X films qu'ils vont faire ensemble et séparément après, que ce qui marche, c'est les baffes. Voilà, et il y aura de la baffe à foison, quoi. Deux petits trucs hyper rapides. En 3 mots. Buttrasser, c'était un nageur olympique avant. C'est assez rigolo à sa savoir. carrure incroyable. Et j'ai vu il y a pas très longtemps sur YouTube, je sais pas comment je suis tombé dessus, une soirée de cérémonie des Césars italiens. J'ai oublié le nom de la cérémonie, où il rendait hommage à Terence Hill, qui est maintenant tout vieux. C'était même assez émouvant de le voir un peu affaibli. Il est venu, standing ovation, tout ça. Et ils sont sans doute en train d'être reconnus. Ouais, bien sûr. Mais en Italie, ça reste des icônes. Mais si tu veux. Il y a une sorte d'oubli, et tu vas voir que ce sont des gens qui sont assez âgés. Bud Spencer est plus âgé. Lorsqu'il va décéder, je souhaite que ça soit le plus tard possible. On va dire oh là là, mais comme d'habitude, ce sera trop tard. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Il est décédé Non, et j'ai non, envie de faire. Oh, dites pas ça, vous abusez. Allez, on enchaîne avec une qui est bien vivante, en tout cas je crois, c'est Yumi, rubrique cosplay. Salut à tous, aujourd'hui 4 indices pour deviner mon invité du jour. Indice numéro 1, il est fou de Jules Verne. Indice numéro 2, il récupère des tas d'objets anciens. Indice numéro 3, il porte beaucoup de cuir. Indice numéro 4, le mouvement est né aux États-Unis. Vous avez quelques instants pour réfléchir. Il est temps pour moi d'accueillir mon invité spécial du jour. Donc bonjour. Je peux pas te demander comment tu t'appelles puisque tu es en tenue civile, puisqu'on va voir un peu plus tard que le steampunk c'est un peu spécial. Et c'est quoi ton prénom? Julien. D'accord. Donc on va voir ton identité secrète. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du mouvement steampunk? Alors le steampunk, c'est comment aurait été notre présent si le futur était arrivé plus vite. J'aime beaucoup cette phrase. On a fait un bond technologique en avant en découvrant un nouveau système qui fonctionne toujours avec de la vapeur, un nouveau combustible, ou simplement en upgradant le principe de base pour obtenir des zeppelins, des forteresses volantes à base de zeppelins, des énormes trains avec des chenilles qui traversent le désert. Donc en fait comme si on n'avait pas trouvé le pétrole. Voilà, la plupart des uchronies en fait prennent en considération le fait qu'on n'a pas utilisé le pétrole comme un carburant. Et c'est quoi les influences principales du steampunk? Principalement on va citer Jules Verne, Wells, etc. Surtout des écrivains en fait. Voilà, les grands écrivains de science-fiction du début du siècle, c'est une base d'inspiration en fait. Comment tu reconnais un bon steampunk pour toi? Alors pour moi, j'ai une vision plutôt à l'américaine du steampunk. Pour moi, le steampunk, c'est un peu le côté démesuré. C'est le côté, faut qu'on voit une base de costumes historiques ou très inspirés du 19e siècle, mais il faut la démesure de la machine. Est-ce qu'il y a pour toi un élément de base que tout steampunk doit avoir? Je dirais que non. Il y en a beaucoup qui pensent que voilà le summum du steampunk, c'est des goggles avec des engrenages collés dessus sur un chapeau de forme. Oui, donc les goggles, c'est les lunettes. Voilà, les lunettes style soudeur en fait. Il y a tellement de variables, de choses à faire et autres que voilà, un engrenage et des lunettes, c'est vraiment pas ce qui définit le mouvement, quoi. Donc la base du steampunk, c'est quand même le cuir. Je sais pas comment tu peux nous expliquer un peu la base du travail du cuir? Il y a énormément de techniques. Je travaille avec du cuir brut, donc il y a cette teinte-là en fait. J'utilise des outils tout bêtes, un clou ou une pointe, pour marquer en fait, pour repousser le cuir et pour lui donner un relief. Sur celui-là, le relief est très simple, je l'ai pas travaillé au matoir. Les matoirs, c'est pour donner encore plus de profondeur en fait. Tu pars d'un patron pour avoir la forme? Les premiers que j'ai fait, je partais pas d'un patron, je traçais directement sur le cuir et quand la forme me paraissait pas mal, je découpais. Ce qui fait que j'ai gâché beaucoup de cuir au début.
Et au prix de la peau, en fait, je suis passé à acheter des grandes feuilles de papier sur lesquelles je faisais le patron, et tout de suite, voilà, ça devenait beaucoup plus économique. Après, pour teindre le cuir, tu fais comment? On utilise une teinture qui s'appelle de la teinture aniline. C'est une teinture qui se dilue dans de l'eau, en plus ou moins grande quantité suivant l'effet voulu. Sur celui-là, je lui ai donné une patine justement en faisant des couches très diluées et en repassant sur certains endroits et pas d'autres pour essayer de faire ressortir certains contrastes. T'as ramené aussi une arme assez imposante. Je vous présente Valentine, qui est dans sa version prototype en fait. Bon, ça fait 1 an qu'elle est dans sa version prototype, je sais, je bosse pas vite, mais... donc c'est basiquement, la base c'est une poutre en chaîne donc, qui prend sur toute la longueur, découpée. Le fût c'est un vol de sucrier, ça c'est de la tôle d'acier. Pour le système qui tourne, t'as fait comment? J'ai démonté une visseuse dévisseuse électrique, j'ai refixé le moteur à l'intérieur. Donc je pense qu'il est temps de passer à l'astuce steampunk. Donc la petite astuce steampunk, c'est quoi? Quand on fait un costume, il faut avant tout penser au background du personnage, donc à toute l'histoire qui va derrière et à la cohérence. Par exemple, c'est quoi toi l'histoire de ton personnage? C'est un cow-boy qui est armurier, donc qui justifie le fait qu'il est plein de flingues, qui a perdu sa femme suite à un braquage et il passait, on va dire, du côté obscur de la force, qui est devenu en fait tueur à gages pour amasser du pognon et pouvoir traquer les mecs qui ont tué sa femme. Donc une histoire simple, assez cliché, mais après il faut broder sur les détails pour en faire quelque chose d'un peu plus unique. Le steampunk, c'est du cuir, du laiton, de la vapeur et un background coupé. Si chez toi, devant ton écran, tu viens de passer 3 minutes devant Yumi en te demandant mais qu'est-ce que le cosplay? Déjà, 1, c'est con. 2, j'aurais été toi, j'aurais déjà zappé. Et 3, tu peux quand même avoir la réponse dans la définition via le Geektionnaire, et c'est tout de suite. Konnichiwa et bienvenue dans ce Geektionnaire consacré... dans ce Geektionnaire consacré au cosplay. Costumade en français, le terme cosplay est un mot valise anglais constitué de costume, et de play, jeu. Il désigne le fait de se costumer en un personnage fictionnel de BD, manga, animé, jeux vidéo, cinéma, etc. et ce le plus fidèlement possible. Le fait de se costumer en un personnage fictif lors d'une convention publique date de la fin des années 30 aux États-Unis, lorsqu'un homme se rendit à une convention SF costumé en homme du futur. Hé les gars, je suis un homme du futur. Puis ce phénomène s'est développé dans les années 60 à 70 grâce au succès de Star Trek et Star Wars, jusqu'à émerger au Japon dans les années 80. Le terme cosplay aurait d'ailleurs été inventé par un journaliste japonais revenu d'une convention Star Trek. Aujourd'hui, le cosplay est assez répandu aux States, en Europe et au Japon. Vous pouvez d'ailleurs admirer moult cosplayeuses ailleurs si vous traînez un week-end à Tokyo du côté de Harajuku dans la Takeshita-dori. En France, les cosplayers ne sortent que lors d'événements spécialisés. Il n'est pas rare par exemple de voir un homme saucisse arpenter les allées d'une foire au boudin en Normandie. Et dans tous les cas, il est très mal vu d'acheter son costume tout fait. Mais oui, il est où le plaisir d'acheter un costume fait par quelqu'un et de simplement l'enfiler? Le costume, hein, pas le quelqu'un. Alors qu'un costume sur lequel on a passé des heures à peaufiner les détails de la coiffe, à trouver des petits ornements sur les marchés aux puces, le maquillage parfait, les lentilles de contact, le string panthère avec les guirlandes électriques. Enfin bon, un cosplay fait maison, même un peu foiré, vous apportera nettement plus de fierté, d'originalité, d'enrichissement personnel et d'implication dans votre personnage qu'un simple copier-coller industriel. Et voilà, une fois finalisé votre cosplay en carton, vous pouvez vous rendre à la Japan Expo, au TGS ou à Epitanime en France, à une Masquerade aux USA ou bien au World Cosplay Summit au Japon. Crade, malade, ici le capitaine Flemme, j'ai besoin de renfort, vite. C'est qui maintenant? C'est à qui? C'est à qui? C'est une bonne question. J'ai envie de faire un hommage au Portugal, j'ai envie de faire un hommage à tous les maçons. Nico. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu exceptionnel, un jeu incroyable, un jeu unique qui représente un plombier italien que tout le monde connaît. Tiens, tu et vois. voilà. Alors Est-ce que c'est un jeu ever? c'est un jeu ever et Son il best jeu ever. va poser une pierre angulaire définitive dans l'industrie que l'on connaît, qui est celle du jeu vidéo. Nous sommes le 23 juin 1996 et sort la Nintendo 64 au Japon, console extrêmement attendue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y a une PlayStation 1 sur le marché et une Saturn qui
indique tout doucement la 3D auprès des foyers. On est les premiers, hein, putain, c'est hallucinant, on voit un truc vraiment incroyable. Mais la vraie 3D, celle avec la caméra libre, celle que Miyamoto, le génial créateur de la saga Mario, va amener avec sa petite équipe de 15 personnes sur Super Mario 64, va révolutionner vraiment l'entreprise du jeu vidéo et faire un petit peu, ce que je veux dire, c'est cette pierre blanche où n'importe qui va se dire « Putain, le jeu vidéo, c'est peut-être pour moi ». Donc ce jeu sort le 23 juin 96 et sort une année plus tard dans le reste du monde. Et c'est vraiment la grande surprise. Le jeu est extrêmement bien accueilli. Le jeu représente un premier monde ouvert. C'est-à-dire que il y a un château, des alentours, et dans le château, il y a une quinzaine de mondes de l'univers de Mario. Il y a une vraie inspiration de toute la saga Mario, mais il y a aussi une vraie découverte. C'est peut-être le premier jeu d'aventure 3D où on se sent libre. Je dis bien, c'est pas le premier, mais c'est celui où on se sent libre, le premier. Ce qui est extrêmement marquant, c'est cette première adaptabilité que l'on a avec cette manette très étanche qui ressemble à une sorte de trident, avec ce joystick central. Et on sent que le concept de la 64... Moi, j'ai ce souvenir-là, mais tu prends la manette, tu sais pas trop comment la prendre et pas la prendre. Mais voilà, cette manette a été imaginée principalement pour Mario 64 et Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time, qui sont deux jeux qui sont développés en parallèle chez EAD. Chez EAD, c'est l'équipe principale de Nintendo Kyoto. Et Miyamoto va imaginer pendant presque 5 ans la conception de ce Mario. La vraie production derrière, c'est que le jeu ne se fera à peine en 2 ans. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a les bases, imaginer, poser le concept, tout ce qui est pré-production, il ne faudra que 2 ans avec 15 personnes pour réaliser Mario 64, qui aujourd'hui encore reste vraiment un monument du jeu, et je pense que c'est un des rares jeux qui n'a pas vieilli. Vraiment, vous pouvez reprendre la manette, reprendre la main, et on ressent cette sensation de liberté. Pour vous donner un exemple, quand on conçoit un jeu, les concepteurs derrière imaginent d'abord les buts et les objectifs. C'est la base fondamentale de la création du jeu. Et Miyamoto, l'équipe de Miyamoto, fait la même chose que tout le monde, mais sans ficelle. Le joueur ne verra jamais les ficelles, comment elle est à tel ou tel endroit. Et c'est assez incroyable. Il y a un système dans chaque niveau d'étoiles. Chacune des étoiles représente une épreuve ou un objectif, ou peu importe. Et chacune de ces épreuves est menée par magie, par virtuose. Et à mon sens, aujourd'hui, Mario 64 est le plus grand exemple et le meilleur exemple de la conception d'un jeu 3D. Top. Voilà. Je pense qu'il faut rester là-dessus. Allez, tout de suite, on retrouve RL et on reprend ensuite le cours normal de cette émission. Alors les petits otaku de merde, vous avez lu 3 mangas et vous pensez tout connaître sur la culture japonaise? Vous vous foutez de ma gueule? Vous voulez ma pipe dans le cul? Mais moi je vais vous apprendre la vie, moi, c'est à cause de vous qu'il y a des préjugés à la con comme celui-là. Les Japonais, ils aiment pas les animaux. Mais tais-toi! Laissez-moi vous expliquer de façon élégante et en 3 points pourquoi cette idée est complètement débile. Point numéro 1. Avoir un animal de compagnie en ville au Japon, c'est compliqué. La plupart des résidences les refusent parce que c'est sale, ça fait du bruit, ça dérange les voisins. C'est l'histoire que vous pouvez découvrir dans le manga Chi. Une petite famille adopte un chaton, ils ont envie de le garder et pour cela ils sont obligés de déménager. Et même dans les résidences spécialisées, quand on a un petit chien et pas de jardin, il est obligé de faire dans une caisse comme un chat. Point numéro 2. C'est pour cela que les Japonais ont développé les animaux de compagnie virtuels. Vous avez tous connu les Tamagotchi, ces espèces de petites boîtes où il fallait nourrir une fausse bestiole qui nous cassait les oreilles et nous empêchait de dormir. Il y a également le carton des jeux de simulation, comme Nintendogs, où on doit éduquer un petit chien, un petit chat, un hamster, c'est au choix. Il y a également les animaux robotisés. Vous avez peut-être entendu parler du célèbre Aibo, le petit chien robot. Je me demande encore s'il fait caca des écrous. Point numéro 3. Mais évidemment, tout cela ne vaut pas l'amour d'un véritable animal. Et c'est pour cela que les Japonais, depuis quelques années, ont créé les dog cafés ou les cat cafés, un petit bar où l'on peut aller boire un verre tout en jouant avec l'animal de son choix. Et on peut même réserver en regardant sur le site web. Mais si j'ai bien compris, il n'y a pas de panda café. Panda café? C'est bien. Il ferait des progrès. Et toi, chez toi, si t'as toujours rien compris, je me pointe et j'égorge ton chien. Au revoir. Vous aimez les bombes sexuelles? Ok, super, si personne veut participer, bah tant pis. Allez, tout de suite un sujet sur la pin-up hyper sexy, même encore aujourd'hui. Martine, best week. C'est une bombe, même encore à son âge. Et je ne dis pas ça parce qu'elle fait partie de la longue liste des James Bond Girls. Après Martine à la plage, Martine va au cirque. Voici Martine, la pin-up voluptueuse des années 60-70 qui revient pour nous sur sa carrière. Et parmi sa filmo, du lourd comme son tour de poitrine. James Bond contre Dr No, Thunderball, 1 million d'années avant Jésus-Christ, et ce qui restera comme le classique de sa vie, Dr Jekyll et Sister Hyde. Mais quel film t'a donné envie de faire ce métier? Well, I don't know, because I mean, the things that I saw were in our backyard as a Jamaican,
my aunts and my uncles and my family would put up a screen in the backyard and show Charlie Chaplin films and Laurel and Hardy, and those were the first films that I saw. And I probably was about maybe 8 or 9. But I had already made up my mind that I was going to be an actress. Comment as-tu réagi quand tu as su que tu allais devenir une James Bond girl? Very excited, and also because it came from Terence Young, who had become a friend by this time, had said to me, I want you to be my gypsy girl in From Russia With Love. And I went, oh, okay. And he kept his word. He kept his word. So when it came around, it was like, yeah! Le tournage de James Bond a-t-il été compliqué? Yeah, so I had 3 weeks of rehearsal with the other girl for this fight. And then we were supposed to go to Turkey, and they decided to shoot it on the back lot. That's the big disappointment. I was ready to go because I wanted to go everywhere. So when we actually did the shoot on the back lot, we'd already rehearsed it. It was like a dance, and the reason being that they wanted a handheld camera so they could come in really close and do this. So. Dans 1 million d'années avant Jésus-Christ, Martin, je m'y ferai jamais, a travaillé avec le célèbre Ray Harryhausen qui, pour toi jeune public, a influencé tous les spécialistes FX américains depuis 40 ans, considéré comme le père de l'animation en volume et qui nous a quittés en 2013. Mais entre nous, ça n'a pas été trop compliqué de jouer avec les créatures de Ray Harryhausen? Ray Harryhausen was fabulous. I just absolutely adored him. And I've told the story many times actually. And the way he did it was because everything was going to be done afterwards by literally one move after. And so what he did was he would go on a flatbed truck and he would guide us. And there we are with our spears doing this and that. And he would guide us as to where he wanted. So he directed us as to where he wanted it. Now, I have to tell you, sometimes it was really silly. And we would have the giggles. And then the director would say, now, children, stop this. You've got to stop this giggling. I mean, we have to get on with the film. Because it was really quite funny. There's nothing there, right? Dr. Jekyll et Sister Hyde est ton film le plus reconnu. Ça te dérange ou pas? Oh no, I think that's a great compliment actually, because it is one of my favorite movies. I mean, there are many of them. I have favorites because of different reasons for all my movies, but that one I think was quite an interesting character study and performance. Quelle était la réalité de ce tournage? It was all in the studio on sets, which was quite amazing. I mean, the streets, the buggies, the horses, everything was on a set. Dans El Chuncho, sorti en 1966, elle partage l'affiche avec l'un des comédiens réputés les plus difficiles, cette vieille trogne de Klaus Kinski. Ça n'a pas été difficile de travailler avec lui? I loved working with him. I loved him because I thought he was so mad. And he actually, it was exciting working with him because you never knew. In fact, all of them were a little nuts. I mean, Jean-Marie Volonté was, Klaus Kinski was the nuttiest of them all. And I adored him. Maintenant, on veut un scoop, Martine. Dis-nous qui a essayé de te draguer? Oh, I'm afraid there were no scoops on the film. No, I'm afraid not. Because at the time, I was madly and passionately had fallen in love with John Richardson on 1 Million Years BC. When I got the part in 1 Million Years BC, I'd seen a photograph of him and I'd seen him in a restaurant before. And every time I saw the photograph, I could hardly breathe. And I thought, oh my God, this is really bad. I mean, really, really bad. And when I was cast in the film, I tried to get out of it. In fact, after I'd been cast and realized that he was a star, I completely freaked out and did not want to go there because I was having quite a lovely life, just doing whatever I wanted, being with whoever I wanted, for however long I wanted. And I did not want to give that up because I knew that if I met this man, it was going to change my life. So I tried to get out of it.
and Michael Carreras threatened to sue me if I did not do the film. So I had to do it. So I arrived. They'd arrived ahead of me in the Canary Islands, and when I arrived, Michael Carreras met me at this little teeny little airport and said, "So you tried to leave?" I said, "Yes, I'm here now." And at that moment, John Richardson was literally across the little tiny little airport, and locked eyes, and it was like a lightning strike. And Michael Carreras was there witnessing it and said, "I have never seen anything like it." That was it. That was it. Allez, il est temps de laisser notre cadreur se remettre de ses émotions, vu qu'il a eu le droit à une énorme trace de rouge à lèvres sur sa joue après l'interview. Il n'y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre dans cette équipe. Oh, génial! Martine à la plage, Martine à l'étrange festival, Martine que tu as croisé aussi. Oui, Martine à l'étrange festival, Martine Benzouik était venue avec Caroline Munro, qui est une actrice pin-up de sa génération aussi, deux très belles femmes très différentes, Martine Benzouik plus dévoreuse d'hommes, Caroline Munro très polie, très gentille. Alors elles font vraiment la paire, c'est vraiment marrant. Elles sont comme deux vieilles amies qui s'échangent des anecdotes. Tu te souviens de tel producteur libidineux machin. Et dans Metaluna, effectivement, il y a quelques numéros, on a fait une interview de Caroline Munro sur sa carrière, et plus récemment, on en a fait une autre croisée des deux qui parlent de la sexualité, de l'érotisme. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et elles sont géniales. Elles sont géniales parce qu'elles disent, vous savez, les jeunes ados, elles regardent des films de cul, machin, mais elles sont hyper marrantes. Tu vois, les femmes qui ont vécu et qui en parlent avec beaucoup d'humour. Vraiment des femmes délicieuses à l'anglaise, quoi. Vraiment cool. J'ai même eu le droit à quelques bisous. Donc, voilà. Oh, coquin! Je ne dis pas plus. Aurais-je des bisous de Nicolas? Ça, c'est une bonne question. Et il en aura de nous. Je le prends. Nicolas, donc, effectivement, ton livre, Geek, La Revanche. En anglais, qui donnerait La Revenge. La Revenge. Ah oui. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à une thèse, parce que c'est assez pointu. Tu le vends bien. Et je te propose qu'on fasse ça un peu en deux parties, mais j'aimerais qu'on fasse déjà tout de suite un focus sur la différence entre geek culture et pop culture, puisque c'est quand même un truc. Moi, c'est un terme que j'ai mis un peu de temps à finalement assimiler. Toi, tu le vis très bien. Toi, c'est plus compliqué. Et Laurent, je ne connais pas ton positionnement. Il y avait une erreur de traduction, parce que les geeks, il me semblait que c'était les fanats d'ordinateurs et de nouvelles technologies simplement en américain. C'est pour ça que j'ai fait le livre, en fait. Alors, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Oui et non. En fait, moi j'ai voulu revenir sur l'histoire justement parce que moi j'ai découvert le terme en 95 et c'était avec Kevin Smith, donc ce qui n'a rien à voir avec un informaticien pour le coup. Tu lui ressembles un peu d'ailleurs. Et qu'en fait quand il a sorti Mallrats, on l'appelait le King of the Geeks aux États-Unis. Donc moi j'ai grandi plutôt avec ce pan-là en fait, un peu le côté extrême de la pop culture en fait. C'est vrai que quand j'ai vu que justement il y avait un peu ensuite un mélange, parce que c'est vrai que la culture geek, c'est elle qui a aussi aidé justement à l'informatisation, au développement et tout ça. Mais pour moi, c'était un peu retourner le problème. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu que la culture geek était rentrée comme ça dans la technologie par des gens comme Martin Cooper, qui avait développé le premier téléphone portable et qui s'était inspiré de Star Trek en fait. Qui, en voyant le communicateur, avait voulu faire un téléphone portable. Voilà, j'ai plus vu ça comme ça pour moi dans la culture geek et le rapport à la technologie. Donc c'était. D'ailleurs, ça me permet juste de citer une très bonne définition, je trouve, de geek. Et j'étais quand même plus loin dans le bouquin. J'ai fait quand même parce que là c'est la préface. J'ouvre la préface, mais là on est au grand journal. Quoi. Voilà. On lit le sommaire. Exactement. Le geek est un éternel adolescent pour qui grandir en abandonnant ses rêves est une trahison. Et je trouve que c'est une jolie définition. Fuck. Non, bah justement, moi je trouve que c'est ce. Alors j'ai pas lu ton livre parce que. Bah alors tu arrêtes. Non, parce que tu me l'as pas donné et moi je ne paye rien. Les seules chaussons que j'ai, c'est ceux-là. Non, ce que je veux dire, c'est que justement ce qui m'a toujours fait très peur dans ce terme geek, c'est que être passionné, avoir plein de culture, c'est super. Mon père était comme ça aussi, il lisait plein de bouquins. Mais le problème, c'est que j'avais l'impression que geek, c'était un tampon pour définir les gens qui étaient enfermés dans leur passion et qui avaient du mal à en parler avec des gens qui n'avaient pas les mêmes codes qu'eux. Otaku, toi, plutôt, alors tu veux dire? Il y a un peu de ça, parce mais otaku, c'est plus ça. On utilise on utilisait c'est vraiment fermé. Ouais, mais par exemple, tu vas en Asie, on utilise kotaku. En revenant du Japon là, le terme a quand même vraiment beaucoup disparu même au Japon. Même il a disparu, mais il est encore présent. Il est encore présent. Non, mais c'est pas bien. Otaku a été vachement galvaudé à un moment donné. Et ils l'ont un peu perdu, un peu éliminé. Mais est-ce qu'on n'a pas finalement le même truc en ce moment avec, c'est ce qui se passe un peu avec justement le mot geek en fait, pas la culture. La culture est toujours là en fait, parce que ça c'est à partir de l'insulte, parce qu'à la base c'était comme une insulte geek, et donc à partir de ça en fait c'est formé tout doucement une culture autour de. Mais alors c'est là que je comprends pas. C'est là que je comprends pas ce qu'on appelle la culture geek.
Pourquoi la culture geek est née? Ça veut dire qu'avant, il y avait des mecs qui n'avaient pas de référence pop culture? Non, c'était des glands. Non, foncièrement, c'était des glands. Je pense qu'en fait, on est nés, on a tous la même génération là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu dis geek, c'est cette essence de cette culture qu'on a du cinéma, de la série TV, des films, de la technologie, du jeu vidéo, de tout ça. Et cette culture-là, on va dire, les grands médias bien pensants en veulent pas. Et donc, du coup, nous, on s'est retranché dans notre truc et on a mis le panneau geek. Ouais, mais non, mais faut arrêter maintenant. Les gros médias, il y a plus que ça partout. Il y a des films de super-héros partout. H&M, c'est toute la différence. Ouais. Moi, j'en parlais pas dedans, mais tu prends quelque chose comme le Seigneur des Anneaux, c'est devenu pop culture parce qu'il y a eu les films. Parce qu'avant, tout le monde s'en foutait. Je disais ça dans mon coin. Et même encore aujourd'hui, c'était vraiment. Oui, tout le monde s'en foutait, mais il en avait vendu 200 millions. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça aussi le truc. Mais sur les aficionados. Bah, tout le monde connaissait, non? Tout le monde connaissait le Seigneur des Anneaux. Enfin, je veux dire, tous les rôlistes vénéraient ce truc. Parce qu'il y avait cet univers-là. Eh ben, c'était ça la culture geek. C'était un truc un peu marginal et tout ça. Et maintenant, c'est devenu. Est-ce que finalement, c'était pas un truc très underground? Enfin, voilà, geek, c'était les trucs alternatifs. Et maintenant, c'est plus de l'alternative. C'est quasiment la culture dans le grand. C'est là où je suis d'accord. Je pense qu'il faut éliminer le terme aujourd'hui. Enfin, éliminer, non, mais. Est-ce que je peux m'éliminer moi? Mais on va tout doucement le voir disparaître parce que finalement notre culture elle est là, enfin cette culture avec laquelle on a grandi, qu'on a identifié sous ce nom là, c'est juste ça en fait finalement. Mais elle va rester. C'est devenu la culture dominante quoi, c'est ça. Oui et non parce que voilà justement le Seigneur des Anneaux, les gens ont vu les films et donc ils ont lu les livres derrière parce qu'ils ont adoré. Je suis pas sûr que 90% des gens aient lu le Silmarillion à la suite. Carrément. Ça n'a rien à voir en fait. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu vois est comme les super-héros, les gens vont aller voir les films de Iron Man, de machin. Tu sais, la hauteur de l'iceberg, juste à point. Voilà. Mais alors comment on explique qu'aujourd'hui, en 2015, 14, je sais plus dans quel année on est. En 2027, il va falloir faire vite puisque nous allons passer. Et comment on explique que les gens soient à ce point-là dans la précision de la culture des détails machin? Est-ce que c'est que les gens se sont refermés? C'est pas tout le monde quand même. Non, mais que cette culture soit aussi forte, est-ce que c'est que les gens sont refermés, par exemple, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, de l'engagement politique, des voyages, des trucs, pour se renfermer chez eux et creuser des choses qu'ils n'avaient pas le temps de creuser? C'est une question. Tu peux pas être d'accord, c'est une question. Non, moi je suis pas d'accord, mais comme je suis animateur, c'est pas la question. Pour moi, je la reformule. On aura le temps d'en reparler dans une chronique plus tard. Non, mais d'ailleurs, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Mais débat, pour lancer juste pour ce truc-là, juste pour que on referme ça, je trouve que tu as un exemple en mélangeant culture geek et social fort. On prend l'exemple de la série Lost. La série Lost est une série extrêmement geek qui te met en avant le fait de rechercher la moindre écriture. Non mais Laurent, c'est imbattable. Tu peux pas aller plus loin parce que c'est la seule série télé qui existe qui a réussi à fédérer les gens socialement. C'est-à-dire que pendant 6 ans, chaque semaine, chaque épisode, les gens, il y avait de sa petite théorie. Si tu as regardé et qu'on l'a vécu, voilà, c'était le cas. Mais vraiment, toutes les semaines, les gens se rassemblaient dans les petits bars pour dire putain, l'épisode d'hier soir, c'est quoi ce truc? Je n'ai jamais revécu ça et personne peut dire qu'il l'a revécu parce que je regarde toutes les séries et il ne se passe pas ça. Après, il y a des trucs incroyables comme Breaking Bad, tout tu veux, mais il n'y a pas ce phénomène social se liant. Donc moi, je me dis que la culture geek n'est pas forcément quelque chose d'antisocial. Il peut, dans certains cas, créer ce grand truc. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Tu m'as volé les mots de la bouche. Oh joli, perds ton sang-froid, bâtard. Une émission qui pourrait durer 4 heures si on laisse Nico et Rurik parler. Nicolas, tu seras une sorte d'arbitre comme ça. Je trouve ça génial. Et Laurent fera des mots comme il sait faire, du genre... Allez, tout de suite, la team du jour du grenier, Rétro TV, on se retrouve juste après. T'as pas vu ma valise? C'est pas grave, tu t'en sers jamais de toute façon. T'es même pas un vrai flic, moi non plus. Alors, je crois qu'il est mort en se prenant un gros canapé sur la gueule, visiblement. Effectivement. C'est quelle marque? Je crois que c'est du Fly. Ouais, tu te souviens de la série Fly? Non. Enfin si, du générique de Bernard Minet. Oui. Fly, le plus grand des héros, c'est Fly. Ah, ça c'était du générique de merde. Mais sinon, la série, tu t'en souviens? C'était Dragon Quest en fait. C'était tiré de Dragon Quest et c'était une super série. Vraiment, ça aurait pu être une des meilleures séries. Je la trouvais fade moi, parce que je crois que ça passait en parallèle que Dragon Ball et il y avait pas. Oui, alors encore une fois, c'est ce que je dis, ça aurait pu être une super série, mais finalement, c'était une série qui était moyenne. Vraiment, il y avait 46 épisodes dans la série, ça couvre que les 9 premiers tomes du manga. Je veux dire, on n'a rien vu.
La série Fly, c'est genre Fly, il vit sur une île, il a été adopté par un monstre, il lui a appris à parler, il essaye d'en faire un magicien, mais Fly, il est pas doué pour la magie, et donc Fly, lui, il veut devenir un guerrier. Il a une épée, ouais, c'est un guerrier. C'est ça, il veut devenir un guerrier, c'est tout le pitch, il veut pas devenir magicien, il veut devenir un guerrier. À la base, c'est un chevalier du dragon, c'est pour ça qu'il a un symbole de dragon qui peut apparaître sur la tête, et donc il se fait entraîner par son maître, qui s'appelle Ivan. Mais le truc qui est marrant, c'est que dans les jeux vidéo, le character design, c'est Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball et tout. Mais c'est pas le cas. Et là, c'est pas le cas dans la série, et je trouve les dessins pas terribles en fait. Ouais, mais en même temps, si tu regardes les dessins de Dragon Ball, c'est un peu tout le temps les mêmes aussi. Hein. Oui, mais ils sont cool, ils sont bien. C'est vraiment un très très bon shonen. Le dessin animé lui rend pas du tout justice, parce que le dessin animé s'arrête vraiment au milieu de nulle part. D'ailleurs, le nom de Fly, c'est vraiment n'importe quoi. Quand son grand-père monstre le trouve, il trouve un berceau avec des lettres effacées, il y a un D, et le reste est effacé, il fait « Oh, je vais l'appeler Fly, parce que je crois que cette lettre est un F, et donc en honneur de son vrai nom, je vais garder la première lettre de son nom original. » Ouais, j'ai l'esprit de contradiction. Ouais, c'est parce que je suis pas à lire, en fait, je suis un monstre. Je suis dyslexique. Ça reste un très beau canapé, quand même. On peut l'embarquer pour le commissariat? Oui, c'est vrai. Ok. On va nettoyer un peu, mais... Je vais chercher un diable, je reviens. Ouais, ok. Vous en voulez encore plus? Ouais! Et bah tout de suite, du Laurent Kessy, ouais! Non, alors... De la culture classique, du franco-belge, de la bande dessinée. Ici, on a déjà parlé, il me semble, dans d'autres émissions de Maurice Tilleux. Vous vous souvenez, Gilles Jourdan? Validé. Non. T'étais pas là, toi. J'étais pas là, donc T'étais pas né. ouais. On a parlé du Derzo aussi, dont tu me parlais tout à l'heure, tu me disais qu'il est très sympa. Dessinateur, bien sûr, de Gaston Lagaffe, de Lucky Luke. Exactement, les Chevaliers du Ciel, on avait parlé des Chevaliers. C'est un mec qui bossait plus Soupy, lui. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, on parle du grand André Franquin. Ah, génial. Et du repère de la Murène, on a quelques images, je pense, à regarder. Bon, après cette vidéo qui nous a tous fait rêver, on aurait aimé d'avoir composé nous-mêmes. Voilà. Le repère de la Murène, donc une aventure de Spirou, un des rares personnages qui est repris par différents auteurs. À l'époque, dans la BD franco-belge classique, ça se fait pas. Tintin appartient à Hergé, Lucky Luke à Maurice. Et donc, Spirou est donc créé en 1938 par un Français qui s'appelle Rob Vel, puis repris après par J.G., puis repris ensuite par Franquin, qui fait quelques histoires courtes. Putain, c'est pire que le cinéma américain, quoi. C'est un remake sur remake. Mais tu sais, c'est le même procédé qu'avec Spider-Man ou Batman, qui appartiennent à des éditeurs. En l'occurrence, un pour Marvel chez DC, ou James Bond, voilà, qui appartient à des producteurs et ils changent les créateurs. Donc, Franquin reprend Spirou en 1946, il fait quelques histoires courtes, et c'est avec lui vraiment que le personnage décolle et qui va devenir célèbre. Tu me parlais du Marsupilami tout à l'heure. Ça fait partie des créations. Il a été créé par Franquin, le Marsupilami, qui vont donner toute cette ampleur à Spirou, tout ce monde. Il crée aussi le comte de Champignac, et la commune de Champignac en Cambrousse, où vit le comte de Champignac, voilà. Alors pourquoi le repère de la Murène? Pourquoi cette sélection-là? Pourquoi ce numéro 9? Alors parce que c'est probablement mon album préféré des Spirou. Et de quoi ça parle? Alors, comme on peut le voir sur cette magnifique couverture, ça parle en grande partie d'exploration des fonds marins. Spirou et Fantasio sont avec le comte de Champignac dans leur château, et le comte de Champignac vient d'inventer le X4, qui est une espèce de potion qui permet au cerveau d'accélérer, d'aller très très vite, et donc il demande à Spirou et Fantasio de lancer un défi pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc ils lui disent, Spirou lui dit, il y a un concours pour créer un sous-marin, une personne, pour aller à 200 mètres de profondeur. Est-ce que vous pouvez faire ça? Et là, le comte de Champignac est parti, genre savant fou, et il crée ce magnifique sous-marin qu'on voit là, dont la pression est équilibrée entre l'intérieur et l'extérieur parce que l'eau rentre dans le sous-marin, on voit. Enfin, il y a tout un design. Après, c'est une intrigue de polar. Il participe à ce concours, il trouve une épave dans laquelle il y a un trésor, et il y a un double sens sur le mot Murène. Le repère de la Murène, ça parle du poisson, mais ça parle aussi d'un personnage qui s'appelle John Elena et qui a trouvé refuge dans cette épave où il a mis de l'oxygène et où on peut respirer. C'est génial, voilà. Ça fait rêver, ça. Et c'est une intrigue vraiment de polar avec un armateur grec, avec tout ce qu'il faut, des rebondissements, des traîtres.
Voilà, c'est assez génial. C'est peut-être la première fois. Est-ce qu'il y a des Chinois fourbes? Non, il n'y a pas de Chinois. Non. Il y a un armateur grec, mais il n'y a pas de Chinois fourbes. C'est comme Edjory qui a des Chinois fourbes. C'est vrai. Oui. Qui ont repris après. Bien sûr. Bien après d'ailleurs. Donc le repère de la Murène, c'est Franquin qui est passionné par les aventures du commandant Cousteau. Il lit tous les bouquins que Cousteau sort à l'époque. Il lit beaucoup de revues scientifiques et il est passionné par ce genre de choses. Et il a lu quelque part qu'il y avait dans un bouquin de Cousteau, un des marins de Cousteau qui avait inventé le principe de pour équilibrer les pressions entre l'intérieur et l'extérieur, de faire entrer de l'eau dans un sous-marin. Et lui, il design ce sous-marin vraiment très beau. On est dans l'âge d'or de la BD franco-belge, on est dans le classique des classiques. Il y a quelques albums comme ça de Spirou, ou même de Gaston, on va dire, qui sont des méga classiques, et celui-là en fait partie, voilà. Au même titre, tu vois que Mario est un classique du jeu vidéo, et là... sponsor Terence Hill. Exactement. S'il vous plaît. Oh là là, comme ils arrivent à faire une auto-promo chacun de leur chronique. C'est bon. C'est vraiment une grosse bande d'escrocs. Allez, tout de suite, on passe au crible, notre invité. Retour avec Nicolas, qui pour l'instant, Nicolas, nous n'avons pas réussi à trancher en fait. Geek culture, pop culture. Tu peux me redire par exemple aux téléspectateurs les différentes grandes phases du bouquin, parce que tu repars des origines, tu fais des ping-pong, cinéma, culture jap. D'abord, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de retracer l'histoire du mot et de la culture et de comment elle s'est construite autour du mot, et donc en repartant des premières pierres angulaires qui sont le Seigneur des Anneaux, surtout dans sa version poche à partir de 65, tout ça, enfin voilà, de repartir et de montrer un peu tout ce qui s'est créé. Donc ça, c'est première partie qui est une histoire rapide un peu de toute cette culture-là, et ensuite je reprends l'histoire de la littérature, du jeu vidéo, machin, et d'essayer d'accrocher un peu la culture geek là-dedans, parce que c'est pas parce que c'est fantastique que tout appartient à la culture geek, voilà, avec le temps en fait, il y a vraiment des grands éléments importants qui s'y sont accrochés, qui ont été fondateurs en fait. Est-ce que tu l'as pas fait, c'est marrant, c'est presque mise en abîme, de manière geek, c'est-à-dire le mec il écrit, mais il sait aussi manier la maquette, mais il sait aussi manier l'illustration. Ouais, puisque tu fais tous les graphismes et tout, la maquette. Je trouve ça fou, quoi. Non, je n'aime pas les gens, voilà. Tu n'aimes pas les gens. Non mais c'est mon métier, donc quand tu remontes à des grands dessinateurs, des grands chanteurs, Jules Verne. Chanteur, oui. C'est Jules Verne. Bah oui, parce qu'il y a quand même des pierres angulaires comme ça, parce que la culture geek, c'était une culture en fait qui passe son temps un peu à remonter le fil, à savoir d'où ça vient, pourquoi, comment. C'est pas une culture de l'exégèse qui serait plutôt justement quelque chose qui appartient à la pop culture, mais là... C'est quoi l'exégèse? C'est la réflexion poussée, l'étude approfondie d'une œuvre. Juste, je voudrais qu'on rebondisse sur l'avenir du geek, parce que dans le bouquin, tu définis en fait cette communauté maintenant comme une sorte de cible commerciale, et j'ai trouvé que c'était assez pertinent. Est-ce que c'est pas à partir de là qu'il va y avoir encore un nouveau refus, la communauté va se scinder en plein de choses et tout? En fait, le truc, c'est que médiatiquement, le terme, il a été utilisé surtout en fait en France, enfin en Europe. Il a vraiment été beaucoup utilisé par les médias juste pour définir les aficionados de nouvelles technologies. Ce qui est déjà moins le cas aux US, voilà. Et donc c'est un problème qu'on a nous ici, comme on a le même problème avec la pop culture, ça de la faire émerger, de la faire exister, c'est un vrai problème. Et donc le terme, vu qu'il a été défini pour la nouvelle technologie, forcément c'est un cœur de cible aujourd'hui. On vous dit tu aimes ton nouvel iPhone, tu aimes le nouvel Iron Man, et donc tu aimes les jeux. Enfin voilà, non, j'aime tout. Et donc on va que là-dedans. Donc c'est pour ça que le terme ici, la culture elle est là, les gens on se rencontre, on est tous capables d'échanger sur des références culturelles communes, quoi, qui peuvent être pointues pour le coup, mais donc ça on va le garder. Par contre le terme effectivement. Je pense qu'il arrive à bout de souffle, quoi. Est-ce que tu peux juste me dire par quel mot va être remplacé le mot geek? C'est juste pour qu'on réadapte le nom de l'émission. Le mot geek. Plus ou moins geek. Plus ou moins geek. On les a toutes faites, plus ou moins grec. On en a eu beaucoup sur l'émission. Tu as proposé un nom de remplacement? Ah non, je propose pas. Vraiment, c'est un constat. J'ai mis très peu de moi personnellement, enfin de mes choix, de mes plaisirs à moi, j'en ai très mis peu dedans. Vraiment, j'ai essayé de prendre que ce qui était récurrence culturelle et tout, et de faire attention à ça, de pas mettre trop de moi dedans. Mais c'est ce qui était très intéressant d'ailleurs dans ton bouquin, je le conseille vraiment, c'est ce que je te disais d'ailleurs quand tu étais au maquillage, parce qu'on se maquille quand même un peu, c'est que j'ai retrouvé dedans les arguments qu'on peut nous utiliser, je pense en convention, en conférence, quand on fait des podcasts les uns avec les autres, même quand on discute des fois au bistrot du coin, de se dire bah oui, ça remonte jusque Jules Verne, est-ce que Hitchcock est pas finalement un peu rattaché, enfin voilà, ça remonte à très très loin. Un peu gros. Si, c'est pour ça qu'on l'attachait. Par contre, ce qui est drôle, c'est quand j'ai travaillé sur le livre, il y a des choses un peu mystiques entre guillemets, hein, sans aller trop loin. Mais on a reçu Bernard Werber, tu peux aller loin. En cherchant comme ça les points communs, les références et les récurrences,
je suis arrivé sur certains épisodes de séries télé où je m'en rappelais. Par exemple, Galactica, en 80, il y a un épisode, c'était le seul dont je me rappelais de mon enfance. Et ben c'est le seul qui revient partout. Voilà. Il y a des choses comme ça très drôles. Comme le fameux épisode dont on parlait dans une émission du vampire dans Starsky Hutch. Ouais. Voilà. Et ben voilà. Il y a des choses comme ça qui. Quand on cherche un peu, on retombe dessus et c'est très particulier. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a quelque chose. Voilà. J'ai une culture qui restera, à mon avis, aggravée pendant les 10 prochaines décennies. Ouais. Dernière question. Ouais, j'ai une question qui ouvrira un débat qu'on fera dans une autre vie. C'est juste que je me demandais si la culture geek, ce qui allait créer la culture geek et ce dont on parlait dans ce livre, était l'apanage des grosses productions. C'est-à-dire les gros films, les gros jeux vidéo, les gros trucs. Est-ce qu'il y a des choses indépendantes, underground, qui peuvent aujourd'hui s'inscrire dans la culture geek Mais est-ce qu'ils n'y ont pas été dès le départ? Oui, carrément. Bah oui. Parce que je sais pas, je vois The Wolverine, Star Trek, The Avengers. Avengers. Jeux vidéo, aujourd'hui, l'essence du jeu vidéo, elle est plus dans les AAA. Les AAA, c'est les Call of Duty, l'Assassin, tout ça, tout le monde. Ce sont les grosses ventes, mais ce n'est pas ce qui fait de l'histoire. Je veux dire, ce sont les indés, des jeux comme Brother qui sont sortis cette année, comme Journey qui est sorti l'année dernière. Mais je pense que tu as la curiosité toujours d'aller chercher de toute façon la petite œuvre, tout simplement, parce que je pense qu'il y a aussi ce côté de... T'as pas envie d'avoir une culture mainstream. C'est-à-dire que même si t'aimes les super-héros, tu iras voir Avengers et compagnie, mais t'auras toujours envie d'aller chercher la petite pépite. Le cinéma sur la culture geek, en fait, aujourd'hui, c'est un cinéma le geek se regarde aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de films, de petits films indépendants, comme ça pouvait être Fanboys, par exemple, qui se regardent finalement, qui regardent sa propre culture, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on est. C'est devenu un personnage récurrent des comédies américaines. Donc aujourd'hui, il y a des trucs très indépendants, et puis après, c'est très particulier, parce qu'il y a des choses qui vont très bien marcher aux États-Unis, qui marchent absolument pas en France. Ce qui était le cas de John Hughes ou de Judd Apatow, par exemple. Ou de Star Trek. Il y a des choses comme ça. Enfin, c'est pas un rapport lié à l'argent nécessairement, c'est lié vraiment à l'œuvre. Si elle est bien, elle est bien. Elle est bien. En tout cas, la preuve qu'il faut... Tu peux me repasser ce livre? Non, je préfère garder ça. Ok, alors présente-le que telle une mannequin imprimerie et... Je suis resté comme ça. Voilà, en tout cas, c'est pour vous dire à quel point d'ailleurs ton livre est intéressant, parce que ça lance à chaque fois des débats qu'on a déjà entre nous. Et je te dis, c'est vraiment hyper intéressant par rapport à ça de reprendre tous les points, de recroiser. Il y a beaucoup d'arguments d'ailleurs. Si chez vous il y a quelqu'un qui vous déteste, qui déteste ce que vous lisez, au moins vous avez de quoi lui en envoyer plein la tronche. Tout de suite la shopping list et après, c'est presque la fin de l'émission. Hey, Jason nous a préparé un petit pique-nique. Alors, il y a quoi dans la glacière et par contre, je mange pas de tête. Mais attends, mec. Le cadeau le plus gratos du monde, tu sais ce que c'est? Mais c'est plus ou moins geek d'ailleurs, toute la saison 2 est encore actuellement sur YouTube. Alors si tu viens nous découvrir là en saison 3, t'es là, oh, mince, je chope la saison 3, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas quelles évolutions ils ont faites. Retrouve-nous sur YouTube. Mate-toi les 30 heures de l'émission de l'année dernière. Je vous conseille les bandes dessinées Noob chez Soleil, en l'occurrence ici le tome 8 qui s'appelle Retour à la case départ. C'est bien évidemment écrit par Fabien Fournier, le créateur de la web-série originale qui est à l'écriture de cette BD, et Cardona au dessin. Autre petit rappel, Fabien a levé près de 700 000 €, record d'Europe absolu les amis. 700 000 € en crowdfunding pour pouvoir financer les films inspirés de Noob également. Donc voilà, donc la BD reste un joli produit dérivé. Et d'ailleurs, allez, c'est bien pour vous, je vous fais une petite confidence. Moi aussi, je travaille sur la bande dessinée plus ou moins geek, donc voilà la couverture. Alors là, on reconnaît Carole, hein, puisqu'il y a des seins. Et là, on reconnaît Rurik, puisqu'il regarde les seins de Carole. Je pense que ça va cartonner. Batman Terrain, c'est chez Urban Comics et c'est encore une œuvre qui revient sur les origines de Batman. Oui, notre super-héros n'a pas de super-pouvoir. Oui, c'est un orphelin. Oui, ses parents ils sont fait assassiner à la sortie d'un théâtre. Mais n'empêche que c'est un mec qui vit dans une pure maison. Il a un majordome, il a des pures bagnoles. C'est Ricky ou la belle vie, le mec. Mais moi, je veux bien que mes parents ils meurent pour avoir ça. Bon, en tout cas, graphiquement, c'est superbe et les libertés prises par les auteurs sont très bien placées. Excellente série disponible chez Soleil, Les Démons d'Armoise, ici en l'occurrence le tome 2, Jeanne des Garous. L'histoire s'ancre dans celle de Gilles de Rais. Alors, qui était Gilles de Rais? Leçon d'histoire. C'était le pote de Jeanne d'Arc qui, après avoir fait la guerre avec elle, s'est dit « Oh tiens, si j'ai tripé plein de petits enfants innocents pour trouver le pouvoir secret de l'alchimie. » Et puis il l'a fait, ce con. En tout cas, ça me permet juste de vous dire quelque chose, c'est que moi aussi, les soirs de pleine lune, il m'arrive quelque chose. Ah, c'est la pleine lune! Oh et oui, je sais, c'est une malédiction. Nekoland, une vie de chat au Japon chez Issei Kinisho avec plein de petits chats. Oh, les petits chats, ils sont mignons. Parce que là-bas, le chat au Japon, c'est comme un pote. Oh, y a rien à la télé ce soir. Croquette, bouffe pas toutes les chips là. Oh.
Croquette, on a déjà dit, tu ne me craches pas tes boules de poils quand je regarde la télé. Tu as envie de te prendre pour un king, tu as envie de te prendre pour un Lannister, tu as envie de te prendre pour le prince Geoffrey, le roi Geoffrey, et mettre tes petites fesses charnues sur le trône de fer. Et bien maintenant c'est possible, et ça va juste te coûter 30 000 $, plus 2 000 $ de frais de port. Mais au moins t'as un trône de fer, chez toi. Nickel, livré, installé, nickel. Allez, tout de suite, on repart en plateau. Incroyable! On adore s'auto-congratuler. L'émission arrive tout à la fin, donc ça va être le moment pour toi de voter pour le chroniqueur qui t'a le plus convaincu. Avant, ils vont devoir quand même un petit peu s'entretuer eux-mêmes. Nico, qui t'a le plus convaincu entre Laurent et Eric? Écoute, c'est pas facile, les deux trucs sont vraiment intéressants. De manière très courte et très condensée. J'aime l'idée de cette aventure aquatique dans les fonds marins, tout ça. Quand il parle comme ça, c'est un escroc. J'aime cette idée de machin, ça veut dire qu'en fait, il a pas du tout. Voilà. Mais je vais donner le voilà. truc western Rurik, parce que je trouve ça totalement barré et je ne le connais pas. Voilà. C'est vrai? Non. Rurik? Non. Moi, je trouve que ce que j'ai dit était vachement intéressant. Et j'aurais tendance à avoir envie d'aller creuser de ce côté-là. D'accord. Mais... écoute, je t'accorde ce point auto-donné. Laurent? Non, à cause de cet escroc à côté qui me parle de Nintendo et tout ça, j'ai de plus en plus envie de jouer aux jeux Nintendo et à Mario, donc voilà. Merci Laurent. Nicolas, t'as donc le choix entre On l'appelle Trinita, Spirou et Fantasio et Super Mario. Alors, vu que Mario a détruit ma N64 le jour où je l'ai foutu dedans, non. Par contre, Fantasio, parce que c'est une grande partie de mon enfance quand même, parce que mon père était libraire et donc... Oh, super. Donc voilà, ça me rappelle plein de souvenirs, Zorglub, tout ça, et j'espère comme ça qu'il pourra faire les petits hommes, un de ces quatre, et je serai très content. D'accord, peut-être. Eh ben voilà, allez c'est parti. Ben non, c'est pas parti, c'est parti, c'est nous qui allons partir d'ici. Allez, on se retrouve à très vite. Je vous rappelle le bouquin de Nicolas qui est sorti chez Robert Laffont depuis un petit moment, mais c'est quand même un excellent ouvrage. Et peut-être que tu le remettras à jour, tu feras des updates au fur et à mesure. On verra. Voilà. Et juste avant de se quitter, tu as un nouveau bouquin en préparation. Je suis en train d'écrire un dictionnaire de la pop culture. Voilà. Oh, donc, ça c'est beau. Ça sera voilà. Invité. Bim. Allez chez vous, je vous invite à poursuivre l'aventure. Rejoignez notre page Facebook. Plus on est nombreux, plus on rit, plus on est de fans. Voilà. N'hésitez pas à parler d'émissions partout autour de vous parce que c'est grâce à vous qu'elle va vivre et qu'elle va continuer à vivre de nombreuses années que nous pourrons recevoir Nicolas pour le tome 2, le tome 3, le tome 4. Non, il est pas mal, hein, non, il est déjà vieux. Je suis d'accord avec lui. Allez, on se retrouve à bientôt et n'oubliez pas qu'un bon geek sera toujours un geek curieux. Allez, ciao, bye bye.